Bonjour. Désolé si vous entendez une soufflerie derrière moi, c'est la clim. Il fait un peu chaud, quand même 40 degrés dans mon bureau. Donc bon, je m'enferme pour faire cette vidéo, mais je mets un peu de clim. Désolé pour le bruit si vous entendez un petit peu derrière. Je peux rien faire. Alors ça faisait longtemps que j'avais promis une vidéo sur la thyroïde. Vous avez été nombreux à m'écrire en me demandant ce que la médecine chinoise pourrait éventuellement faire pour les dérèglements thyroïdiens, les thyroïdiques, les les hyperthyroïdies. Donc oui, on a des résultats en médecine chinoise, environ à 80%. Donc c'est pas 100%, mais c'est déjà pas mal quand même, 80%. Si ça peut éviter à certains d'entre vous de prendre des produits chimiques qui, certes, sont quand même efficaces quand on ne fait pas n'importe quoi, c'est quand même toujours mieux d'essayer de se guérir de manière naturelle, ou en tout cas de se soigner, pour ne pas dire guérir. On n'a pas le droit de dire qu'on guérit sans produits chimiques en France, on n'a pas le droit, vous le savez. Il n'y a que les produits chimiques qui sont les garants de votre guérison, paraît-il, en France. Dès que vous sortez de ce dogme, vous êtes bon pour la chasse aux sorcières. Donc, c'est la France, c'est le pays des restrictions et de l'esclavage de l'homme. Voilà, c'est plus le pays des libertés, de l'égalité et de mon cul sur la commode. Absolument plus, il y a longtemps que c'est fini tout ça, surtout en matière de santé. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la thyroïde? C'est une glande, vous allez voir, c'est une glande endocrine qui est extrêmement importante, qui a beaucoup de fonctions régulatrices au niveau du métabolisme. Vous allez voir à quel point c'est une glande qui est extrêmement importante. Sur le plan occultiste, sur le plan occulte, c'est une glande qui est liée au chakra laryngé, puisqu'elle est juste en dessous de chaque côté de la pomme d'Adam chez l'homme, elle est juste sous la pomme d'Adam exactement ici. Elle est liée donc au chakra laryngé, au chakra de la gorge, qui, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, est le chakra de l'intelligence, entre autres. C'est pas seulement le chakra de l'oration, c'est aussi le chakra de l'intelligence et du développement cérébral. Alors vous allez voir à quel point c'est marrant, parce que comme quoi les glandes endocrines sont finalement liées dans leurs fonctions, aux fonctions qu'on a découvertes aussi aux chakras, qui leur sont liées, bien sûr. C'est pas un hasard, évidemment, vous vous doutez bien que pour moi, la découverte des glandes hormonales et des glandes endocrines sont des confirmations que les chakras existent et qu'ils ont bien les fonctions qu'on leur attribue depuis des siècles. Parce qu'on a découvert les chakras et leurs fonctions il y a des siècles, bien avant qu'on découvre le système hormonal. Le système hormonal n'est qu'une confirmation dans le plan physique de ce qui existe dans le plan éthérique. Les chakras sont sur le plan éthérique, et évidemment tout ce qui est énergie, plan éthérique dit énergie, tout ce qui est énergétique devient physique. Et donc fatalement, c'est la concrétisation des chakras, ce sont les glandes endocrines. Donc elles ont les mêmes fonctions. Alors, évidemment, on a plus de détails sur les glandes endocrines que sur les chakras eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas les étudier, les chakras, on n'a pas encore les appareils pour ça, ça viendra. Et c'est le travail de la France, le travail occulte de la France, normalement. On en est encore extrêmement loin, mais bon, pourquoi pas un jour, toujours, il faut être optimiste. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde sécrète deux hormones. Une que vous connaissez qui s'appelle la thyroxine, et l'autre qui s'appelle la thyrido, un truc comme ça, la triiodothyronine, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Alors, en fait, on l'appelle la thyroxine, on l'appelle la T4, et l'autre on l'appelle la T3, parce qu'elles ont respectivement 4 molécules d'iode, et l'autre en a 3. Voilà, bon. Pour le détail, c'est que l'iode, vous allez voir, est un constituant important de votre organisme quand il est parfaitement stable. Bien entendu, il ne s'agit pas de mettre de l'iode radioactif comme l'iode 137 dont on va parler juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des hormones, donc la thyroxine et la triiodothyronine, un truc comme ça. Ce sont deux hormones qui activent les combustions cellulaires, c'est très important, qui contrôlent le métabolisme cellulaire. Ce sont des hormones qui sont à la base aussi de la formation d'énergie, on appelle le qi, médecine chinoise, à partir des glucides et des lipides, donc c'est ce qu'on appelle la calorigénèse.
Donc c'est quand même pas rien. Vous allez voir que la thyroïde a un rapport de près ou de loin à la température corporelle aussi, pour ceux qui sont toujours froids. Hein, vous allez comprendre que ça a toujours un rapport avec l'hypothyroïdie. Que ces hormones exercent une activité stimulatrice sur l'organisme, justement en accélérant le fonctionnement des tissus, en augmentant la consommation d'oxygène cellulaire et tissulaire, qu'elles sont indispensables à la croissance et à la maturation du squelette et du système nerveux chez les enfants. Donc c'est quand même pas rien, c'est une glande qui est extrêmement importante. Ces trois principales fonctions, c'est de promouvoir la croissance, hein, cellulaire aussi, pas seulement la croissance osseuse, de libérer l'énergie dans le métabolisme, dans l'organisme, et d'éliminer les déchets. Donc vous voyez bien que quand cette glande se met à se dérégler, eh bien vous avez une croissance cellulaire qui ne se fait plus correctement, une répartition d'énergie non plus, et puis une élimination des déchets qui ne se fait pas correctement. C'est quand même pas rien. Et c'est l'iode qui permet la synthèse de ces hormones. Hein. Alors il y a aussi la glande hypophyse et la glande hypothalamus qui régulent et qui complètent la sécrétion de ces hormones T4 et T3. Donc vous aurez compris, c'est un système à 3 glandes en fait. Hein, mais l'hypophyse et l'hypothalamus ne sont que des régulateurs et peuvent compléter en cas d'hypothyroïdie. C'est l'hypophyse et l'hypothalamus qui vont se prêter davantage, etc. Bon, enfin, c'est un système complexe, le système endocrinien. Vous allez voir que la thyroïde est également en rapport avec les glandes surrénales. Hein, donc c'est comme par hasard, c'est pas un hasard, c'est que on nous dit en occultisme que le chakra de la gorge est en relation avec le chakra du centre sacré, qui est justement le chakra auquel se rallient les surrénales. Hein, c'est quand même assez marrant. Et c'est pour ça que dès que l'on commence à toucher à une glande endocrine dans une partie du corps, que ce soit par exemple les surrénales, si on prend par exemple des corticoïdes, hein, vous savez que les surrénales fabriquent l'hormone qui s'appelle la cortisone, c'est une hormone, la cortisone, fabriquée par les surrénales. Et quand on prend de la cortisone, puisqu'en ce moment on vous en donne en permanence, dès que vous avez une angine, c'est antibiotique plus cortisone pour éviter la douleur, on dérègle, on touche au système hormonal. Hein. Et dès qu'on prend de la cortisone, des corticoïdes, en fait, on peut dérégler aussi les autres glandes endocrines, et on peut dérégler la thyroïde aussi, même si ce n'est qu'un certain temps. On peut quand même la dérégler. Donc vous voyez qu'on joue aux apprentis sorciers, à faire mumuse avec les glandes endocrines et avec les hormones, et que c'est extrêmement important d'essayer de comprendre un peu le fonctionnement de ces glandes, même si je ne vais pas vous faire un cours d'endocrinologie ici, parce que j'en ai pas les capacités. Alors, quels sont les effets possibles des divers dérèglements de la thyroïde? D'abord, si la thyroïde ne fonctionne pas correctement, on a un métabolisme qui se ralentit et une température corporelle qui peut aussi se ralentir. On a des personnes qui ont tout le temps froid, hein. Ça vient du fait qu'on est en présence d'une hypothyroïdie, une thyroïde qui ne fonctionne pas correctement. En plus, on s'est rendu compte que les personnes qui sont exposées au froid permanent, c'est-à-dire les personnes qui bossent dans les zones polaires ou les zones très froides, on s'est aperçu que leur thyroïde avait tendance à grossir. Donc voilà, hein, on se retrouve avec des grosses thyroïdes, donc des goitres, etc. Donc on se retrouve aussi avec, si la thyroïde ne fonctionne pas, on peut se retrouver avec un mauvais cholestérol, qui va aller se fixer dans les artères. On peut avoir un dérèglement de la glycémie aussi, donc du métabolisme des sucres, qui peut être déréglé. Hein. Donc vous aurez compris que ça dérègle donc le pancréas, et donc la fabrication d'insuline, le pancréas qui est également une glande endocrine, et qui fabrique l'insuline, une autre hormone. Hein. Donc vous avez compris que dès qu'une glande endocrine se dérègle, et notamment la thyroïde, ça dérègle aussi le pancréas, c'est important. La peau aussi peut changer, peut devenir épaisse, froide. Le renouvellement osseux, cellulaire des adultes peut être ralenti. Hein. Chez les enfants, la croissance est totalement ralentie aussi, en cas de déficience thyroïdienne. Le rythme cardiaque également peut être totalement déréglé. Et inversement, hein, c'est-à-dire que si la thyroïde est en hyperthyroïdie, on peut avoir un rythme cardiaque qui augmente, hein, aussi,
Ça fonctionne avec les T3, T4, les deux hormones de la thyroïde dont j'ai parlé tout à l'heure. Le développement cérébral également est totalement affecté par un bon fonctionnement thyroïdien. On a, je crois, ça remonte au 19e siècle, la découverte de cette maladie qu'on appelait le crétinisme chez les enfants qui avaient une thyroïde déficiente, crétinisme, idiotie, c'est-à-dire un retard mental. Et chez les personnes qui ont une thyroïde qui ne fonctionne pas ou qui est au ralenti, comme il y en a beaucoup en France, comme vous le savez, pour des raisons que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos, on a un ralentissement cérébral. Alors, quand vous me demandez mais pourquoi les Français ne se réveillent pas, pourquoi est-ce qu'ils sont comme complètement abrutis et hypnotisés devant leur télé et qu'ils ne réagissent pas quand on leur dit qu'on vient de leur supprimer la moitié de leurs avantages sociaux, mais parce qu'il y a un retard mental, il faut le dire. Le mauvais fonctionnement de la thyroïde a aussi également cette conséquence. Je vous conseille de regarder encore une fois sur votre carte d'identité au niveau de votre photo. Il y a une pastille ici. Pastille poudre de silicium. Alors à vous de vous poser la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas là par hasard, ils auraient pu la mettre ici, ils auraient pu la mettre ailleurs. Non, ils l'ont mise ici. Voilà. À vous de voir à quoi ça sert. Voilà. C'est à vous de comprendre. Donc, il était très indispensable aussi que cette thyroïde soit en bon état juste avant la naissance et après la naissance. Il faut absolument que cette thyroïde puisse se développer correctement pour qu'on ait un développement cérébral normal et qu'on n'ait pas un retard cérébral de plusieurs années comme ça peut arriver. Le système immunitaire également peut être affaibli par une thyroïde déficiente. Une réaction immunitaire également peut être affaiblie totalement, mais ça peut aussi un dérèglement thyroïdien peut aussi déclencher ce qu'on appelle des auto-anticorps qui deviennent pathogènes et donc peuvent déclencher des maladies auto-immunes. Très compris. Donc c'est quand même pas rien. Alors, les facteurs de dérèglement, à quoi ça peut être dû tous ces dérèglements? Ça peut être dû à l'hérédité, il y a un facteur héréditaire. Bon, vous allez voir comme par exemple, je ne sais plus comment on l'appelle, cette thyroïdite de Hashimoto, qui est principalement familiale, qui se développe entre 30 et 50 ans, et c'est l'une des plus connues d'ailleurs, c'est même la plus fréquente. Et bon, donc l'hérédité est quand même un facteur important, mais c'est pas pour autant qu'on ne puisse pas avoir de résultats, même si c'est héréditaire. Et puis bon, surtout la radioactivité. Alors, vous avez l'hérédité qui est une cause interne, vous avez la radioactivité qui est une cause externe, et puis vous avez après une cause microbienne, bactérienne qui est une cause interne, et puis vous avez encore une cause émotionnelle de stress qui est aussi une cause interne. Vous allez voir que c'est important de différencier les deux causes, les causes externes et les causes internes, parce qu'en médecine chinoise, ça n'a pas le même impact. Donc je fais cette distinction. Donc l'hérédité, j'en ai parlé. Il y a la radioactivité, bien entendu, avec l'iode 131, qui est un iode qui a été modifié par la radioactivité, et qui s'élimine normalement en 8 jours, mais qui va se fixer, bien entendu, sur vos cellules. Et cet iode 131 est responsable de production de rayons gamma et bêta. Et les bêta, vous savez, les rayons bêta, c'est surtout, ça agit comme un revolver, c'est-à-dire que c'est comme si on vous envoyait des balles en tirant sur vos brins d'ADN. Donc ça enlève des brins d'ADN au hasard, et bien entendu, c'est responsable de beaucoup de dérèglements cellulaires. Même si ça s'élimine en 8 jours, ça fait des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, pour éviter que la thyroïde absorbe l'iode, puisqu'elle est le principal absorbeur d'iode de l'organisme, si on lui balance de l'iode radioactif, elle va le prendre. Pour elle, c'est bon, c'est des molécules d'iode, je prends. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? On sature d'abord la thyroïde d'iode stable, d'iode inoffensif, si je puis dire. C'est pour ça qu'on donne des cachets, des comprimés d'iode aux personnes qui habitent dans les zones où il y a des centrales nucléaires. Au cas où il y aurait un problème, on les préviendrait bien à l'avance de prendre vite leurs gélules ou bien plutôt leurs ampoules d'iode afin de saturer immédiatement la thyroïde, parce que si on prend de l'iode et qu'on sature la thyroïde
6 heures avant un problème radioactif, la radioactivité ne va pas du tout se loger dans la thyroïde, pas du tout. C'est une fois que la thyroïde est pleine, il n'y a plus de place, l'iode radioactif ne peut pas y rentrer. Donc c'est déjà bien. Évidemment, ça ne va pas empêcher les effets des autres agents radioactifs dont je vais vous parler un peu rapidement. Il n'y a pas que l'iode 137, malheureusement, dans le nuage de Tchernobyl, par exemple. Il n'y avait pas que celui-là, il y avait eu du strontium, du césium, et puis d'autres trucs, du césium 137 aussi. Alors évidemment, l'absorption d'iode 137, ça peut donner un cancer dans les 5 années, 4 à 5 années qui suivent une irradiation. C'est pas l'élément le plus grave, mais enfin ça crée des dégâts quand même. D'autant que l'iode, comme je viens de vous expliquer, fait partie des constituants de notre organisme et que la thyroïde ne fait pas de distinction, elle, entre un iode 131, un iode radioactif et un iode qui n'est pas radioactif. Elle prend l'iode, voilà. C'est pour ça qu'il faut la saturer d'iode. Je m'explique. Tiens, d'ailleurs, parmi les autres constituants de la radioactivité, il y avait le strontium, qui lui émet des rayons bêta. Donc j'ai expliqué ce que ça faisait, les rayons bêta, c'est un désastre, hein, c'est un déstructurant cellulaire et d'ADN. C'est vraiment... Alors, heureusement, le strontium, il reste en général aux alentours de la zone où il y a eu l'incident. Donc c'est pas volatile. Hein, donc ça ne va pas aller faire des milliers de kilomètres. Contrairement à l'iode, qui lui est extrêmement volatile, il va très loin, hein, par l'air, transporté par l'air. C'est pour ça qu'en France, c'est pas la frontière qui nous a empêché de respirer de l'iode 131 quand il y a eu Tchernobyl. Hein. Par contre, le strontium est resté sur place à Tchernobyl. Par contre, le strontium crée des dégâts, mais ça reste sur place. Il y a le césium 137, alors qui lui émet des rayons gamma, mais alors oui, c'est ça aussi, c'est que le strontium, il s'apparente au calcium. Hein, le strontium s'apparente au calcium, ce qui fait que quand on est opposé à une irradiation au strontium, eh bien on se retrouve avec du strontium à la place du calcium dans notre organisme, et donc il prend la place du calcium, le strontium, il pousse, et puis de par ses propriétés radioactives, il déclenche quoi? Des cancers des os, des leucémies, parce que ça dérègle bien entendu les productions de lymphocytes. Et donc vous avez des cancers des os, etc., des leucémies, comme je viens de dire. Et donc on a ensuite le césium 137 qui fabrique des rayons gamma, lui, et qu'on ne peut choper que par ingestion. C'est-à-dire si vous bouffez des trucs qui sont radioactifs, donc, des fruits ou des légumes qui viendraient d'une zone radioactive. Et le césium 137, lui, s'apparente au potassium, qui est aussi un de nos constituants cellulaires, comme le calcium et comme l'iode, mais le potassium est présent, lui, dans tous nos organes et dans tous nos tissus. Donc ça veut dire que ce césium 137, il est considéré par l'organisme comme un potassium. Donc votre organisme le prend. Et là, c'est une catastrophe, parce que le césium 137, il va toucher tous les organes, et notamment le foie, qui est le premier filtre de tous les toxiques. Hein. Donc le foie est immédiatement impacté, puis la rate. Et donc on a des cancers du foie, principalement, mais surtout de tous les cancers dessus. Et là, c'est par contre, la durée du cancer, c'est sur 30 ans, hein, les risques de cancer, une fois qu'on a été irradié. Alors que le strontium, c'est 10 ans, et le l'iode 131, c'est 4 ans, 5 ans. Voilà. Donc, il faut savoir que les enfants sont 8 fois plus exposés à la radioactivité, dû à leur faible volume de leur thyroïde et la faible masse de leur thyroïde. Ils sont 8 fois plus exposés. Hein. C'est quand même important de le savoir. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la dose journalière d'iode pour chaque être humain est une dose importante, parce qu'elle est de 100 microgrammes par jour normalement. Et on en est très loin, tous. On est tous en carence d'iode. Alors n'allez pas vous jeter sur des magasins qui vont pour acheter des compléments alimentaires et prendre de l'iode en masse, parce que c'est pas bon d'en avoir trop non plus. Je vais vous expliquer après ce qu'il faut faire, ça sera quand même beaucoup mieux, parce qu'il faut savoir que 20% de l'iode est assimilé par la thyroïde, mais qu'il y en a 80% qui est rejeté par les reins. Donc n'en prenez pas trop. Si vous surchargez les reins d'iode, c'est pas bon non plus. N'oubliez pas que les reins sont en rapport avec la gorge. Hein. Donc, en prévention, quand il y a un incident radioactif comme ça, on donne tout de suite 100 mg d'iode à l'adulte, 50 mg à chaque enfant de moins de 13 ans et 25 mg à chaque enfant de moins de 8 ans. Hein. Et puis surtout, c'est 36 heures maximum après la contamination. Après, ça ne sert plus à rien. Déjà, 36 heures après, c'est déjà trop tard. Hein. Comme je vous ai dit, la protection, elle est parfaite si on prend 6 heures avant toute contamination.
Dès qu'il y a eu contamination, déjà au bout d'une heure, on perd 10% déjà. Il n'y a plus que 90% d'efficacité. Si au bout de 2 heures, il n'y a plus que 80%. Au bout de 5 heures, il n'y a plus que 50%. Donc ça va très vite. Hein. Donc au bout de 36 heures, il n'y a déjà pratiquement plus aucune raison je veux dire, il n'y a plus de moyen, même en prenant de l'iode en masse, d'éviter la contamination. Voilà. Alors, n'oubliez pas que je vais en parler à la fin des nosodes, mais les nosodes aussi peuvent nous aider au quotidien à nous débarrasser de petites doses de radioactivité qu'on peut avoir chez nous et qui se mesurent en becquerel. Bon, ça, c'est pas facile de connaître son taux de radioactivité dans le corps, mais dans le doute, si vous avez des petits problèmes thyroïdiens permanents, essayez de prendre de l'homéopathie, ce qu'on appelle les nosodes, qu'on va trouver en 30CH, 15CH ou éventuellement en 1000K. Je donnerai les noms de ces nosodes sur Discord ou sur mon Facebook si vous me posez la question. Je ne vais pas donner des noms de remèdes ici, j'ai pas envie de me faire tomber dessus par nos amis bien pensants de Big Pharma. Donc s'il y a carence d'iode, vous l'avez compris, il y a possibilité de goitre, de nodules. Hein, et puis les carences en iode ont aussi des conséquences sur le fœtus pour les femmes enceintes, n'oubliez pas. N'oubliez pas qu'une femme enceinte qui allaite doit prendre plus qu'un adulte normal d'iode par jour, c'est-à-dire que l'apport normal pour un adulte est de 100 microgrammes, mais pour une femme enceinte c'est 150. C'est important, ça aussi, on oublie trop souvent. Je vais vous expliquer après ce qu'il faut faire pour avoir une bonne dose d'iode, sans risque de surcharge, c'est très important. Donc, si on est en dessous de 25 microgrammes par jour, on a systématiquement des risques d'hypothyroïdie, c'est-à-dire d'une hypothyroïde atrophiée, avec tout ce que je viens de dire juste avant, de dérèglement de tout ce que ça peut comporter sur le plan du métabolisme, etc., de la régénération cellulaire, de l'activité de l'énergie, de la température corporelle, du rythme cardiaque, etc. Donc, si on est en dessous de 25 microgrammes par jour, on est en carence d'iode et on a un gros risque d'hypothyroïdie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'iode, vous allez en trouver dans tous les aliments. Normalement, c'est les aliments, c'est l'alimentation qui va vous fournir l'iode. Hein. Seulement, on est en carence. De plus, je vois de ci, de là, des gens me dire qu'ils n'utilisent plus de sel marin, qu'ils utilisent du sel d'Himalaya. Alors, moi j'ai toujours été réticent à prendre du sel d'Himalaya. Pour moi, le sel d'Himalaya, c'est en cure, c'est-à-dire 15 jours maximum. Je ne prendrai pas du sel d'Himalaya toute l'année. D'abord pourquoi ? Parce que ce sel d'Himalaya n'a pas d'iode, hein, et on contient en tout cas énormément moins que le sel marin. Voilà. Donc, moi je conseille de prendre du sel marin toute l'année et de faire des cures une fois de temps en temps. Le sel d'Himalaya n'est pas plus. Moi, c'est mon conseil, hein, faites comme vous voulez. Il y a pour 100 grammes d'aliments frais, vous allez avoir 90 microgrammes d'iode dans l'ail. Alors, c'est difficile de manger 100 grammes d'ail, mais si vous mangez 100 grammes d'ail, ça vous fait quasiment votre apport journalier d'iode. C'est quand même un aliment qui est très important. Dans les oignons, il y a 20 microgrammes pour 100 grammes. Mais surtout, le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont dans les algues marines qu'on va retrouver un apport considérable en iode. On a même jusqu'à 700 000 microgrammes pour 100 grammes, donc c'est gigantesque. Hein. Quand on sait que l'aliment le plus chargé en iode est l'ail, je viens de dire, on est à 90 microgrammes pour 100 grammes, alors on est à 700 000 microgrammes pour 100 grammes parmi les algues marines. Donc vous allez me dire, mais c'est énorme, c'est trop. Oui, c'est beaucoup, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup. Vous n'avez pas besoin de manger 100 grammes d'algues tous les jours. Si vous en mangez une cuillère à soupe, ça suffit largement. Alors les surcharges en iode, elles sont souvent alimentaires, hein, donc il faut éviter de se surcharger quand même en iode, n'allez pas manger un pot entier de spiruline, comme je viens de vous expliquer, mais elles sont aussi très souvent médicamenteuses. Alors regardez sur la composition de vos médicaments, si vous êtes quelqu'un qui prenait des médicaments tous les jours parce que vous êtes sous traitement, regardez la composition des médicaments parce qu'il y a déjà de l'iode dans beaucoup de médicaments. Je ne vais pas donner les noms ici, je pourrais donner la liste sur Discord ou sur Facebook encore une fois, mais pas ici. Et n'oubliez pas aussi que les additifs alimentaires industriels, les flans instantanés, les pâtisseries instantanées contiennent aussi beaucoup d'iode. Voilà. Donc faire gaffe à ce que vous bouffez au niveau de l'iode. N'oublions pas que parmi les causes
interne maintenant des dérèglements de la thyroïde, on retrouve le stress, les chocs émotionnels et accompagnés de chagrin. Ah oui, parce que le chagrin, vous savez, on a mal à la gorge, on a ce qu'on appelle les boules. Le stress va entraîner des hypothyroïdies, mais aussi ça peut aussi entraîner des hyperthyroïdies. Ça dépend de ce qu'on appelle l'orage émotionnel. Si on a un choc émotionnel avec chagrin, on peut entraîner un orage dit hormonal qui va entraîner ce qu'on appelle des thyroïdites, donc inflammation de la thyroïde par le chagrin, et qui sont auto-immunes, alors qui peuvent guérir et d'autres qui peuvent être difficiles à guérir. Alors, n'oubliez pas que le tabac aussi est une cause importante du dérèglement de la thyroïde, et toxique pour la thyroïde. Parce que le tabac qui contient des thiocyamates, je ne me rappelle plus, ça bloque le fonctionnement de la thyroïde. Sachez-le. Les polluants chimiques aussi, comme les phénols, les PCB, etc. et j'en passe, donc les médicaments aussi. Et puis n'oublions pas les oestrogènes, la pilule contraceptive, qui est une hormone, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui vont aller, encore une fois, c'est une hormone, donc à partir du moment où on commence à dérégler le système hormonal, on touche, encore une fois, aux autres glandes endocrines, et on dérègle la thyroïde, surtout que tout ce qui touche à la sphère ovarienne, utérienne, enfin tout ce qui touche à la sphère rénale et à la ceinture abdominale, qui correspond au chakra, ce qu'on appelle sacré, le chakra des reins, le chakra rénal, est en correspondance avec le chakra de la gorge en occultisme, je vous l'ai déjà expliqué. Donc dès qu'on commence à toucher au système de reproduction, on va aller dérégler aussi le système thyroïdien. Alors pour les traitements des hépatites, on a aussi ce qu'on appelle l'interféron, qu'on va retrouver aussi souvent dans le traitement hépatite. Ça aussi c'est un dérèglement thyroïdien important, qui est responsable de pas mal de thyroïdites. Alors elles sont passagères heureusement, dès qu'on arrête le traitement ça s'arrête, mais les traitements hormonaux aussi sont responsables de dérèglements thyroïdiens, je l'ai déjà dit. Alors, ce qu'on n'oublie pas de dire, les foyers microbiens permanents sont aussi des facteurs de dérèglement de la thyroïde, c'est-à-dire si vous avez notamment un streptocoque, un proteus, ce sont des germes qui restent longtemps dans l'organisme, même quand vous avez pris des antibiotiques. Vous pouvez prendre des antibiotiques qui vont aller calmer le germe, mais le germe va quand même rester dans votre système lymphatique et va créer des systèmes de toxicité, des foyers toxiques un peu partout dans votre organisme, et cela dérègle la thyroïde. Donc par leur toxicité et leurs toxines, les streptocoques, les proteus forment à la longue des kystes, des nodules. Ils peuvent générer des phénomènes inflammatoires, des thyroïdites comme j'ai déjà dit, et on les appelle auto-immunes parce que ça vient de l'intérieur, ça vient de vos systèmes immunitaires. Donc il est très important, encore une fois, de nettoyer son terrain bactérien. Vous le comprenez maintenant. Alors les plus connus parmi les thyroïdites, eh bien, on a la thyroïdite de Hashimoto, comme j'ai expliqué, elle est immunitaire, familiale. Elle est aussi lymphocytaire. Donc, il s'agit d'un dérèglement des lymphocytes. Donc on peut arriver à la réguler, même si elle est héréditaire. Et puis la plus connue, c'est la thyroïdite de Kervin, qui est virale. Donc, qui peut rentrer dans l'ordre si on nettoie le virus en question. Ensuite, il y a 3 autres types de thyroïdites. Il y a celle qu'on appelle indolore postpartum, je crois, qui est rare, mais survient après l'accouchement, environ pendant 2-3 mois après l'accouchement. Donc, mais ça guérit en général assez bien. On a la thyroïdite aiguë infectieuse, donc due à un staphylo, un strepto ou le bacille de Koch. Donc, qui n'aurait pas de raison de ne pas se guérir si on arrive à bien nettoyer les streptos, le staphylo, le bacille de Koch. Il n'y a pas de raison. Il y a aussi la thyroïdite fibreuse de Riedel. Alors celle-là, elle est un peu inconnue, d'origine inconnue, on ne sait pas trop, et elle peut mener à des asphyxies en absence de chirurgie. Voilà, c'est un peu chiant. Moi, je pense que ce sont des thyroïdites qui ont une base bactérienne aussi, mais enfin, ça n'engage que moi. Alors, en Occident, le traitement il est très simple, c'est lévothyrox, c'est thyroxine. Alors, c'est assez efficace, ça fonctionne, pour ceux qui ont la chance d'avoir du lévothyrox de bonne qualité.
C'est tout ce qu'il y a comme traitement en France et en Occident et en médecine chimique. Voilà. Donc, on peut parfois avoir recours à la chirurgie, comme je l'ai dit, dans certaines thyroïdites aiguës et douloureuses, mais c'est rare. Hein. Et voilà le seul traitement qu'offre l'Occident, c'est un produit chimique. Par contre, en médecine chinoise, on distingue les deux symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est une thyroïdite dite de plénitude, c'est-à-dire qu'il va avoir l'apparition de goitres, de nodules, de kystes, d'inflammation, d'auto-anticorps. Dans ces cas-là, c'est un symptôme de plénitude, c'est-à-dire qu'il y a trop plein. Et puis il y a le symptôme d'insuffisance, qui lui va être plutôt l'hypothyroïdie, la fatigue, le froid tout le temps, etc. Manque d'énergie générale. Donc qu'est-ce qu'on fait en médecine chinoise, en MTC? On normalise les énergies du foie, de la rate, on va dissoudre bien entendu les énergies perverses, on épure le rein de tout ce qu'il peut avoir comme énergie perverse et comme infection. On normalise aussi le cœur, l'énergie du cœur pour revenir à un rythme cardiaque normal si besoin. On a 80% de résultats en médecine chinoise. 80%. Ah, si en l'alliant avec les nosodes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les doses homéopathiques qu'il faut prendre en plus, hein. On a 80%, les symptômes disparaissent à 80%. Voilà. Et on a un taux d'auto-anticorps qui devient négligeable, donc qu'on ne retrouve même pas. Donc c'est quand même pas négligeable non plus. En Chine, ça fait même partie, je crois, le protocole de détection et de régulation de la thyroïde fait partie des indications traditionnelles d'acupuncture en Chine. C'est-à-dire qu'ils le font systématiquement. Pour eux, la thyroïde, c'est tellement important. On fait systématiquement un diagnostic de thyroïde. Systématiquement. Alors c'est au pouls, hein, vous avez bien compris. Voilà, donc en Chine, ils regardent les causes externes, si c'est le tabac, les médicaments, les produits toxiques, la pilule, la bouffe. Hein, et si ce n'est pas des causes externes, bah, ils regardent les causes internes. Et dans ces cas-là, ça sera plutôt un problème microbien, le stress, etc. Dans ces cas-là, ils vont chercher les empreintes perverses de la rate sur le foie, l'infection sur le rein. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut toujours apporter dans un traitement pour la thyroïde du magnésium, du sélénium, du zinc, du cuivre, des vitamines C et E, très important. Hein, on est toujours en carence de toute façon de tout ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la thyroïde. Vous avez vu que c'est une glande endocrine qui est extrêmement importante, hein, pour le fonctionnement du métabolisme. Et donc, chez les personnes qui sont obèses aussi, ça peut arriver justement que ça soit dû à un dérèglement de la thyroïde, qui, comme vous l'avez vu, est responsable en grande partie de l'élimination des déchets, et donc de l'élimination tout court. Hein. Pour les gens qui ont du mal à maigrir, ça peut être dû à un dérèglement thyroïdien. Voilà. J'ai d'ailleurs une amie que j'ai connue il y a à peu près une vingtaine d'années qui était assez obèse. Ils avaient découvert ça, elle n'arrivait pas à maigrir malgré tous les régimes possibles et inimaginables. Ils lui ont découvert un dérèglement thyroïdien, dans les 6 mois elle avait perdu 35 kilos, sans faire de régime particulier. Hein. C'est pour vous dire l'importance de la remise en route d'un métabolisme quand il a été déréglé et bloqué. Je vous remercie de votre attention, ça fait quand même une vidéo de 35 minutes, c'est pas ce que je voulais, mais bon, ça fait un peu long, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Pour les questions, cette fois vous pouvez me joindre sur Facebook, Jim Leveilleur, et sur VK. Je vous conseille à tous de venir sur VK, parce que sur Facebook, ça censure de plus en plus. VK, tout le monde, souvent personne me demande, les gens me demandent comment ça s'écrit, c'est un V et un K. VK, tout simplement. Vous inscrivez sur VK, vous demandez Jim Leveilleur, et je suis là. Et sur Discord tous les lundis pour les questions santé et spiritualité. À bientôt, merci pour ceux qui m'ont tipé et m'ont envoyé leurs dons, je remercie toujours, un grand merci à vous, bonnes vacances, à bientôt.